Bonjour tout le monde, salut Camille. Salut Vincent. Ravi d'être avec vous pour ce nouveau webinaire de Digital Native où on va parler du panorama 2021 des DNVB françaises, de leurs clés de succès, des dernières tendances. On va juste attendre encore une petite minute, le temps que quelques personnes se connectent. Juste pour rappel du fonctionnement, vous avez sur la droite de votre écran un espace chat et questions. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous présenter en attendant un petit peu. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. Avec Ami, on y répondra avec plaisir. Bonjour tout le monde. C'est sympa en tout cas de dire salut, c'est cool. On attend juste une petite minute et puis on va se présenter. C'est parti, Camille? On y va? On y va, c'est parti. Pardon, j'avais Allez. désactivé le Non, micro. t'inquiète, t'inquiète, c'est parti. Du coup, on va commencer par faire les présentations. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Camille, qui est cofondatrice et partenaire du fonds Autopia, qui est le fonds spécialisé des NVB. Et je suis vraiment ravi et je te remercie de prendre le temps de nous rejoindre et d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Camille, je t'en prie, présente-toi et dis-nous un peu plus sur Autopia. Merci Vincent déjà pour l'intro. Ravie d'être avec vous aussi aujourd'hui. Donc moi, je suis une des associées fondatrices d'Autopia, qui est un fonds qui a démarré son activité il y a bientôt 6 ans. Au départ, au sein du Family Office Otium Capital. Et depuis 2019, on a pris notre indépendance pour lancer Autopia. La thèse d'Autopia, elle repose vraiment sur le renouveau de la société de consommation. Et on est assez convaincus que, voilà, à la fois parce que les consommateurs ont des nouvelles attentes qui ont plus de sens, plus de naturalité, plus d'expérience, parce que le digital a aussi complètement changé les modes de communication et de distribution pour les marques, et parce que les grands groupes sont plus forcément ni les plus agiles ni les plus légitimes pour répondre à ces besoins-là. Voilà, ça a créé de l'espace pour des nouvelles marques, que sont entre autres les DNVB. Et donc voilà, ça c'est vraiment la thèse d'Autopia qu'on a commencé à dérouler en janvier 2016 avec notre premier investissement en Même Cosmétique, une marque de beauté pour les femmes concernées par le cancer. Donc aujourd'hui, Autopia, à travers 4 fonds en réalité, on gère un peu plus de 170 millions d'euros. C'est 26 sociétés en portefeuille, tous secteurs conso confondus. Donc la cosmétique, la mode, la food, l'univers de la maison, les loisirs et des villes. Donc c'est des marques comme Oh My Cream, Merci Andy, Teddy Bear, Ultra Premium, Pollen, sur toutes les catégories. C'est un peu plus de 160 millions d'euros de chiffre d'affaires sur toutes les sociétés confondues. Et une Des belles boîtes. Que des belles boîtes, que des très très belles boîtes, des très beaux projets, des super fondateurs et fondatrices. Et un peu plus de 60% de croissance sur l'année dernière. Voilà, on est une équipe de 9 personnes aujourd'hui entre Paris, New York et Amsterdam. Ah, mais avec le nombre de participations que vous avez, vous êtes un peu serré, du coup. On commence. Ouais. Surtout qu'on passe beaucoup de temps avec nos participations. Et justement, on va y revenir un peu après, mais vous investissez sur tous les secteurs, ça d'accord, effectivement, un petit peu partout dans le monde d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas qu'en France, hein, vous investissez, j'ai vu, dans des boîtes en Scandinavie, aux Ouais. US, un peu partout. C'est quoi votre ticket, on va dire, minimum, ou votre niveau d'avancement minimum pour vous intervenir? Ouais, alors on va dire que la fourchette, elle est assez large. Elle peut être entre 1 et 6 millions d'euros pour les sociétés les plus matures. La fourchette, le ticket moyen aujourd'hui, il est à 2 millions, 2 millions 5. Ok. En dessous de 2 millions. Ok. Donc voilà, donc ça laisse une fourchette qui est assez large. On est rentré sur des projets avant leur lancement. Donc on a fait quelques exceptions à notre règle, qui est quand même plutôt en général d'attendre le lancement commercial et d'avoir déjà des premiers éléments de traction. En général, c'est quand même ça qu'on aime bien. C'est quand le fameux POC est déjà réalisé, ou parce qu'il y a du chiffre d'affaires, ou parce qu'on a des retours clients, ou parce qu'on a quand même des éléments de réassurance. Donc voilà, on a fait des exceptions à cette règle. Idéalement, c'est quand même mieux quand le projet est déjà lancé et quand on va flirter avec le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Ok, d'accord. Ok, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup Camille pour cette présentation. Et donc Merci. moi, rapidement, c'est Vincent, je suis fondateur de Digital Native Group. On a un cabinet de conseil dédié à l'accélération des marques directes to consumer en utilisant justement les clés de succès
belles DNVB, notamment certaines que vous avez bien financées, Camille. Donc, en tout cas, nous, notre taf, c'est vraiment à la fois sur la partie stratégique, e-commerce et retail, d'accompagner ces marques dans leur développement et finalement d'identifier les clés de succès de ces marques pour essayer de le dupliquer et de le répliquer au maximum pour que rapidement il y ait des mises des mises en application concrètes de stratégie et d'opération. Parce que finalement, ces marques-là, mais comme tout le monde, on n'a pas le temps, ça bouge vite. Et donc, il faut évoluer rapidement. Et surtout, l'idée, c'est pas de se dire comment on se projette à 10 ans, mais c'est comment se dire dans 3 mois, 6 mois, 1 an, comment je fais plus de business et comment finalement je vais générer un peu plus de croissance. Donc maintenant, du coup, qu'on s'est présenté, on va commencer le webinaire. Et en fait, alors, on va vous présenter le panorama. Le panorama, en fait, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire l'an dernier pour la première version. Et là, on a diffusé la seconde version la semaine dernière. Et du coup, on voulait vraiment, et c'est pour ça qu'on avait parlé à Camille de faire un webinaire ensemble, vous parler et échanger justement sur ce panorama pour avoir un regard aussi d'expert qui voit passer beaucoup de boîtes à des niveaux d'avancement très différents et surtout au niveau européen et mondial, parce que nous, on a fait un panorama que sur le niveau foncier. Et donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va vous faire, c'est 3 choses. D'abord, vous présenter le panorama et les grandes tendances, mais aussi après on vous parlera avec Camille des clés de succès, des DNVB, en tout cas, qu'on identifie ensemble et qu'on pense très important aussi de vous partager, parce que c'est bien de citer quels sont ces DNVB, mais c'est d'autant plus important de voir finalement comment elles se développent. Alors, en fait, très rapidement, vous pourrez retrouver ce doc ou sinon, dans tous les cas, n'hésitez pas à nous écrire. On vous enverra le doc en version PDF et surtout en version complète parce que là, on vous donne que quelques éléments. Aujourd'hui, on a identifié 447 DNVB en France sur 7 secteurs d'activité, donc l'habillement, l'accessoire, le bien-être, le sport et loisirs, la maison, l'alimentation et 35 catégories au sein de ce panorama. C'est 104 DNVB supplémentaires par rapport à l'an dernier. Donc, ça fait quand même déjà pas mal de demandes en plus. Et surtout, en fait, on voit qu'il y a des grosses évolutions par secteur. On a 3 secteurs notamment qui ont vraiment eu encore une croissance très forte du nombre de marques à l'intérieur, c'est-à-dire le sport et loisirs, le bien-être et l'enfance en priorité. Mais on voit aussi bien évidemment que l'alimentation booste beaucoup, on y reviendra après, mais c'est un secteur qui bouge bien. Et l'habillement, finalement, pas tant que ça, et la maison aussi, mais j'ai envie de dire, ça fait quand même partie des catégories qui se sont lancées le plus tôt en DNVB. Il y a quand même une largeur d'offre qui est déjà très, très forte. Je suis en revanche pas mal étonné, moi, par encore la croissance du bien-être, que je trouve encore, parce qu'on a le nombre de marques, on a un nombre de marques hallucinant dessus. Toi, Camille, tu arrives à me dire pourquoi en fait, le bien-être continue à avoir toujours plus de marques qui se lancent dessus? Alors, c'est vrai qu'on observe la même chose chez nous dans notre deal flow. C'est vraiment une catégorie qui explose, mais parce que le marché aussi explose dans l'autre sens. Et cette année en particulier, je pense que ça a montré à quel point les gens avaient envie de prendre vraiment soin d'eux et à quel point c'était important. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que sous le bien-être, en fait, il y a une réalité qui est beaucoup plus large, qui est couverte. C'est plus seulement que des marques de cosmétiques. Mais on rentre vraiment dans une dimension plus holistique, donc dans laquelle on peut voir les compléments alimentaires, on va voir tout ce qui va être aussi autour du plaisir et de la sexualité notamment. Donc il y a aussi plein de sous-segments qui rentrent dans cette catégorie. Et voilà, et je pense que il y a de plus en plus de marques parce que c'est une tendance de fond où les gens ont vraiment ce besoin de prendre soin d'eux. Ok, d'accord. Ouais, tu as raison, mais c'est vrai que c'est toujours assez impressionnant de voir encore le nombre de marques qu'il y a et le nombre d'évolutions. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a des tendances 2020 qui se confirment exactement, tu vois, c'est exactement ce qu'on disait Camille. On a 20 nouvelles marques dans la cosmétique, donc une augmentation de près de 80%, mais surtout, ça représente un peu plus de 10% des DNVB du panorama total, donc c'est quand même la première catégorie de produits aujourd'hui. Alors, bien évidemment, on pourrait faire des sous-segments. Typiquement, on voit que le sous-segment au sein de la cosmétique qui est lié au chanvre, au CBD se développe de plus en plus. Donc, on commence à avoir effectivement des catégories qui se développent plus que d'autres, bien évidemment. Mais on a quelque chose qui est assez hallucinant. On trouve aussi que les compléments alimentaires, c'était déjà un gros boom en 2020, mais j'ai l'impression que ça continue encore en 2021. On a 9 nouvelles marques.
c'est la catégorie qui a le plus d'augmentation en nombre de nouvelles marques. Alors, il y a énormément de marques qui se sont lancées avec des modèles très différents, abonnement, pas abonnement, premium, accessible. On a vraiment des choses à différentes. Et justement, toi, Camille, on en parlait, je sais qu'on préparait un petit peu le webinaire. C'est pas toujours facile pour le consommateur de faire la différence, mais tu me disais que vous aussi, en tant qu'investisseur, c'est pas toujours évident de se dire sur les compléments alimentaires, finalement, quelle va être la différence et sur qui miser. Oui, exactement. Bah, c'est vrai que c'est typiquement l'une des nouvelles catégories qu'on voit beaucoup ces dernières années. Alors, depuis un peu plus longtemps aux États-Unis et en France, c'est plus récent, avec différents positionnements possibles. Il y a des marques qui vont plutôt jouer sur la partie nutri-cosmétique et donc vraiment des marques plutôt axées beauté. Il y a des marques qui vont plutôt jouer sur l'aspect santé. Donc, voilà, il y a un peu des sous-segments au sein des compléments alimentaires. Avec voilà, beaucoup de beaux projets qui naissent, qui sont vraiment digital native, pour reprendre le mot d'aujourd'hui, donc qui maîtrisent très bien les codes des réseaux sociaux, qui pensent très bien à leur marque. Donc voilà, il y a beaucoup de belles choses. Ce qui est compliqué dans ce segment, c'est qu'il y a très peu de différenciation qui est faite sur le produit en lui-même, vraiment sur la R&D, et ça c'est des choses dont on parlera un peu plus tard. Donc sur ce segment, plus que sur un autre, l'importance de la marque, l'exigence opérationnelle, l'efficacité qu'on a en termes de distribution, qu'elle soit online ou offline, va être assez primordiale. Et comme là, on est vraiment au début de la vague, ben pour l'instant, toutes les marques sont assez portées par un appétit des consommateurs et une tendance marché. Donc, les marques décollent. Et la question qu'on se pose, c'est après cette première phase. Je crois qu'on a perdu Camille, c'est ça? Tout le monde est d'accord? Ok. Ok. Camille? Bon, Camille doit avoir un problème de connexion. On t'entend pas, ouais, Camille. Sinon, déconnecte-toi et reviens si jamais. Mais là, effectivement, tu es en figé. Bah, du coup, le temps que Camille revienne, je vais continuer sur l'autre point qui sont les produits d'entretien. Effectivement, c'est une catégorie qui commence à prendre de plus en plus de place. On a pas mal de marques qui se sont lancées, notamment des gens comme Spring. On a vraiment des choses qui sont assez intéressantes dans la façon de distribuer, dans la façon de consommer. On voit vraiment des choses nouvelles qui sont vraiment à suivre aujourd'hui parce que je pense que c'est un segment qui va prendre beaucoup de place sur le temps. C'est bon, Camille? On t'entend? Bah, vous allez me dire, moi je vous entendais. C'est bon. Désolée. Merci. Super. Donc, du coup, je te laisse finir sur les compléments. J'ai présenté les produits en entretien. Je te laisse finir sur les Alors, je ne sais pas à quel moment vous m'avez perdu. Alors, on t'a perdu quand tu disais qu'on arrivait tu avais du mal à faire la différence en fait sur les produits R&D et qu'en gros, tu savais que les marques passaient une première étape sur leur marché, mais la question c'était jusqu'à quel point en fait elles peuvent aller, quoi. Exactement, exactement. Et d'autant plus qu'en fait, le marché des compléments alimentaires aujourd'hui, il est encore assuré à 60-70% sur la pharmacie. La distribution est vraiment sur la pharmacie. Donc, il y a vraiment un enjeu pour toutes ces marques, ces nouvelles marques, de réussir, a priori, à bien craquer aussi ce canal de distribution ou à montrer qu'elles peuvent être suffisamment fortes sur d'autres réseaux. Ok, d'accord, très clair. Du coup, Camille, pendant que tu t'es reconnecté, j'ai parlé déjà des produits d'entretien. Je sais que vous avez investi dans Spring, Ouais. notamment. Pourquoi Spring et pas un autre? Parce qu'il y a pas mal d'acteurs là qui se lancent dessus, ça bouge pas mal, tu as la marque en moins, tu as Pimpant, enfin, tu as les petits bidons, tu as pas mal de choses. Du coup, pourquoi Spring plus qu'un autre en dehors de l'équipe qui est quand même assez unique pour créer une DNVB. Mais Non. Pierre, tu penses? Je vois Ben qui fait un petit coucou d'ailleurs sur le côté. Donc, pour info, Ben était mon premier manager chez PriceMinister.com et Philippe Comté était actionnaire dans ma première boîte. Donc, je vois bien qu'ils sont. Voilà. Et donc tu as tout compris. C'est-à-dire que le marché des produits d'entretien, dans une certaine mesure, on pourrait faire un peu le même parallèle avec les compléments alimentaires sur le fait que les produits semblent assez comparables. En réalité, il y a quand même des choses à craquer et c'est là aussi que l'équipe de Spring est hyper pertinente avec Laure notamment qui
qui avait fait toute sa carrière en fait en marketing et développement de produits sur ce segment-là, donc qui avait à la fois la connaissance des produits, des fournisseurs pour développer quelque chose. Donc voilà, donc tu as tout résumé. En fait, on dit pourquoi Sprint plutôt qu'un autre, c'est l'équipe en fait. Okay. Et on a une équipe ultra complémentaire, senior, expérimentée, qui fait toute la différence. Ok, d'accord, très clair. Merci, merci Camille. Et du coup, en fait, on a une nouvelle catégorie, tu l'as d'ailleurs, tu en as parlé juste avant, qui est assez intéressante. Alors que nous, on a appelé plaisir intime, on pourrait trouver d'autres noms, mais en tout cas, on trouve que c'est une catégorie qui commence à vraiment bien se développer. On a quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui s'est très fortement développé sur les dernières années, qui est autour de la culotte menstruelle avec Fempo, Moods, Rejam, Smoon. Il y a eu pas mal d'acteurs là-dessus. Et là, effectivement, on a des catégories, la catégorie autour du plaisir intime. Donc là, on a mis des choses très différentes, à la fois des lubrifiants, à la fois des godes, mais on a des choses très différentes. Et on pense vraiment que c'est une catégorie qui va prendre de l'ampleur parce que globalement, c'est toujours notamment, je trouve, le genre de produit où tu n'es pas forcément à l'aise d'aller l'acheter en direct. Alors que par contre, en ligne, du coup, tu es dans ta propre expérience et tu peux faire un peu ce que tu veux. C'est quelque chose que vous regardez, vous, Camille, cette catégorie? On la regarde de loin parce que je pense que c'est très juste ce que tu dis. C'est un produit qui se prête bien en online parce qu'on n'a pas cette crainte, cette appréhension d'aller en magasin, de voir des gens. On a une expérience qui peut être assez personnelle, donc en ça, c'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on touche une cible qui est beaucoup plus large probablement qu'avant, avec notamment une cible féminine qui va commencer à s'intéresser au sujet et qu'on cible avec un discours de marque qui est très différent. On avait mis un article là-dessus dans notre dernière newsletter qui est comment on peut parler du plaisir sans être forcément sur des images porno un peu datées. Donc en ça, c'est hyper intéressant. Après, ça reste un marché qui est petit. Ouais. Donc pour l'instant, en tout cas, on le regarde de loin parce que voilà, on trouve que c'est intéressant et il y a plein de choses qui sont bien faites, notamment en marketing. Pour l'instant, on n'a pas de velléité de se positionner plus que ça dessus. Ok, d'accord, très clair. Merci. Du coup, on va attaquer sur les clés de succès. Donc là, on a listé 3 grandes parties avec des sous-éléments à l'intérieur. Et du coup, si ça te va, Camille, je te laisse chaque partie un peu les présenter. Et moi, je vais essayer de challenger un petit peu chacune des parties. Ça te va? Yes, parfait. Allez, c'est parti. La première, enjeu de différenciation. Ouais. Alors là-dessus, voilà, c'était ma première réaction quand j'ai vu ton panorama, ce qui était assez logique avec ce qu'on voyait aussi, c'est en fait des DNVB, il y en a de plus en plus. Donc c'est bien, dans le fond, ça veut dire que la thèse qu'on soutient, elle ne semble pas complètement hors des clous et hors de la réalité. Mais la question qu'on va se poser, c'est parmi toutes ces marques, lesquelles vont vraiment réussir à émerger et lesquelles vont faire la différence. Donc pour nous, c'est vraiment la première chose qu'on se pose comme question quand on reçoit un de ces marques. Qu'est-ce qui fait que cette marque, elle est différente d'une autre? Et donc là-dessus, on voit un peu trois dimensions. C'est déjà regarder le produit en lui-même. Donc on passe vachement de temps, on adore, on teste tous les produits, tout ce qu'on reçoit. Donc c'est déjà, est-ce qu'il y a un produit qui est qualitatif? Alors selon la catégorie, si c'est de la cosmétique qu'on a plaisir à utiliser, dont l'odeur est agréable, qui a une certaine efficacité. Donc voilà, ça dépend un peu selon le produit, mais il y a vraiment cette dimension de qualité. Et au-delà de ça, il y a la dimension de maîtrise de l'équipe sur cette qualité-là. Donc, à quel point il y a une R&D qui est quand même spécifique, un savoir-faire qui est propriétaire. Pourquoi pas aller jusqu'à avoir son propre outil de production ou sa ligne de production? C'est vraiment maîtriser quelque chose sur le produit que d'autres ne maîtriseraient pas, ce qui devient de plus en plus difficile, mais en tout cas, on essaye vraiment de faire attention à ça. Donc, exemple typique, La Beauté, qui est une de nos marques de cosmétiques qui fait de la cosmétique sur mesure, elle a un brevet sur son procédé de formulation pour formuler à froid ses crèmes. Donc vraiment, premier enjeu, le bon produit, parce qu'en fait, sans bon produit, on achète peut-être une fois, on rachète pas. Donc il y a vraiment un enjeu hyper important là-dessus. La deuxième chose, c'est créer une marque. Alors ça a l'air très facile dit comme ça. En réalité, c'est très compliqué de créer une marque, à la fois sur son univers, à la fois sur son ton, et en fait, en amont de tout ça, sur son ADN et sa plateforme de marque. C'est un truc que je martèle à toutes les boîtes que je rencontre et encore plus avec celles avec lesquelles je travaille au quotidien. Est-ce que vous avez travaillé une plateforme de marque? Est-ce que vous avez réfléchi à votre mission, votre vision, vraiment le why, pourquoi vous faites ça? Quelles sont les valeurs que vous voulez défendre? Et sans avoir fait ça, on n'a pas de colonne vertébrale et de fil rouge pour développer tout le reste. Donc, c'est déjà avoir une vraie réflexion sur sa marque et ensuite comment on déroule tout ça dans son ton de communication, dans tous ses messages, dans son image.
Et voilà, je pense que de plus en plus, la marque prend presque le pas, je me contredis peut-être un peu, mais sur le produit, et de bon terme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a une marque qui est très bonne, on peut ensuite se diversifier sur plein de choses parce qu'en fait, les consommateurs seront tellement engagés qu'ils nous suivront sur tout ce qu'on va leur proposer. Et il y a pas mal d'articles même qui sortent là-dessus sur pourquoi la marque devient culte, pourquoi les clients ne sont pas des clients, mais en fait sont des fans, et comment on travaille tout ça. Et d'ailleurs, pour appuyer ce point, je trouve que quand on voit comment vont fonctionner là, quand tu vas avoir du coup, tu vas pas pouvoir récupérer les cookies pour Facebook, pour Google, que tout ça va être coupé là, avec ces mises à jour. En fait, tu vas moins pouvoir travailler comme si tu étais un dropshipper. Tu vas devoir travailler ta marque en fait. Et on le voit de plus en plus en fait, ce qui marche en Facebook Ads ou en social ads dans le sens large. C'est pas tant que tu mettes en avant un produit, c'est que tu mettes en avant ta marque, ton expérience et tes visuels en fait. Et effectivement, c'est super important, mais est-ce que tu trouves pas que ce why, il doit aussi évoluer? Parce que tu vois, là, par exemple, tu investis sur une marque qui va faire 1 million, parfois elle le fait avec un why qui est encore un petit peu bancal, non? Oui, bah en fait, ça se travaille, hein, tout ça, évidemment, on ne peut pas être parfait dès le début. Mais en tout cas, déjà, avoir à l'esprit que c'est quelque chose d'important, c'est pas toujours le cas, en fait. Okay. Et ensuite, effectivement, bien le travailler, poser, l'écrire, etc., ça peut venir plus tard, mais en avoir conscience, c'est primordial. Et pour rebondir sur ce que tu disais, ça va être aussi hyper important pour optimiser, en fait, ses coûts marketing. Parce qu'en fait, on va pouvoir beaucoup mieux travailler de l'organique, beaucoup mieux travailler sur le bouche-oreille. Et donc, ça aura aussi un effet très vertueux sur son équation économique et sa maîtrise de ses budgets marketing. Ok, je suis d'accord. Ouais, tu as raison. Et le troisième point, qui est plus dur à mettre en place peut-être, c'est cette idée de unfair advantage. Et donc ça, c'est essayer de trouver qu'est-ce qu'on maîtrise que d'autres ne maîtriseraient pas. Donc par exemple, ça peut venir des fondateurs. On a parfois des fondateurs qui sont très charismatiques, déjà très inspirants, qui ont une communauté. En fait, ça va les aider à porter leur marque. Et c'est vrai dans le business, c'est vrai pour des influenceurs, entre guillemets, qui vont lancer leur marque. Ça peut être une façon d'émerger. Ça peut être aussi sur la distribution. Est-ce qu'on a une maîtrise très particulière d'un réseau de distribution? On parlait de la pharmacie tout à l'heure. Ça peut être un levier. Ça peut être parce qu'on a craqué quelque chose sur le digital que d'autres ne font pas. Voilà, c'est vraiment trouver un peu sa spécificité et son truc qu'on maîtrise et que d'autres ne maîtrisent pas forcément. Mais c'est vrai que ça, on le voit notamment, typiquement, on parlait là de marques tout à l'heure, notamment des compléments alimentaires, et on va voir que sur beaucoup de marques très différentes, tu vas avoir un unfair advantage dès le départ. Je prends par exemple les Miraculeux, David, il connaît très bien le circuit de la GMS, et du coup, ça lui a permis de suite d'avoir une bonne négo, de savoir discuter avec eux, de savoir l'appréhender, alors que beaucoup d'entrepreneurs ne savent pas comment faire, n'ont pas les ports d'entrée. Et effectivement, je trouve que ça, c'est en fait ce que je trouve assez intéressant dernièrement, c'est que j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a encore 5 ans, tu avais beaucoup de gens qui se créaient sur la passion du produit, alors qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de DNVB avec des approches très business. Quoi. Tu as vraiment des gens qui ont des parcours très solides et qui arrivent avec des différenciations et des parcours très forts qui font que d'ailleurs, tu as des DNVB qui, avant, mettaient 1 an à faire 500 000 et maintenant, peuvent faire 1,5 million, 2 millions en 1 an. Quoi. Je trouve qu'il y a une montée de difficulté pour les nouveaux entrants qui est de plus en plus dure. Quoi. Ok, et tu trouves pas, parce que ça, c'est une question qu'on peut tout le temps se poser, c'est que tu dis le plus il y a là sur les enjeux de différenciation, tu cites 3 éléments, la qualité du produit et notamment la marque. Pour moi, c'est 2 éléments qui peuvent aussi être très subjectifs. Et on sait que l'investissement, il doit être quand même assez rationnel, assez pragmatique. Comment vous faites pour peser? Parce que tu vois, par exemple, la marque ou le produit, si tu as une affinité très forte avec la marque, avec les valeurs, avec le produit, tu vas être plus tenté d'investir qu'avec un produit qui a peut-être beaucoup plus de potentiel, mais avec lequel tu as moins d'affinité. Je me suis toujours dit qu'il y avait quand même pas mal de subjectivité sur ces deux notions. Est-ce que vous avez une sorte de méthode pour entre guillemets, éviter ça ou tu n'es pas d'accord avec ça? Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que oui, il y a une appréciation qui peut être assez subjective. Ensuite, on a un peu notre secret sauce Utopia et on a effectivement des audits qu'on essaye de faire. Et je vois passer d'ailleurs dans les commentaires l'ouvrage de Anna Angeli, qui est effectivement quelqu'un qui écrit beaucoup sur le sujet de la marque et qui, moi, m'inspire beaucoup dans la façon dont elle théorise un peu
la marque, comment on peut la construire. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être faites de façon assez objective et évaluées. Et notamment, une façon de répondre à ces deux aspects-là, c'est de regarder l'engagement de la communauté, de regarder le taux d'achat, le taux de repeat, l'analyse des cohortes, de regarder les reviews, toutes les reviews clients. On passe énormément de temps à regarder les retours clients, les notes de satisfaction. Donc ça, c'est une façon quand même d'objectiver cette dimension-là, de regarder aussi sur le côté marque forte et engageante, c'est de comprendre la viralité de la marque. Est-ce que c'est une marque qui arrive à faire parler d'elle? Est-ce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille? Est-ce qu'il y a beaucoup de UGC, donc côté User Generated Content? Donc voilà, tout ça, c'est des façons quand même assez objectives de voir s'il y a un engagement. Donc effectivement, on a tous nos sensibilités, mais c'est vrai que moi, il y a des marques qui me parlent plus que d'autres. Il faut réussir à prendre un peu de distance par rapport à ça et voir comment réagissent les clients et si les clients, à eux, ça leur parle. Et donc voilà, s'il y a du taux d'achat, s'il y a du taux de repeat, a priori, c'est qu'il y a des choses qui sont bien faites. Ok, et justement, j'en profite pour te poser une question qui vient d'être posée. Et effectivement, on a beaucoup de DNVB qui sont passés dessus, malheureusement. C'est que pensez-vous de Balance ta startup? Alors, je crois que vous, sur les DNVB de chez Utopia, il n'y a eu que des notes positives, de ce que j'ai cru pouvoir voir. Qu'est-ce que toi, tu as un avis là-dessus ou tu fais Joker? Camille? Je crois que tu as été coupé. Ouais, Camille, je crois qu'on t'entend plus comme tout à l'heure. Peut-être qu'il faut que tu te reconnectes. Ouais. Ouais, sujet qui fâche. Ouais. J'avoue, c'est un beau moment. Mais je suis persuadé que Camille va nous donner une super réponse. Vous allez voir. Bon, T'as fait exprès? Ah, Camille, ça lag. Du coup, le temps que Camille revienne, effectivement, Constance, tu as raison, je peux y répondre. Moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est comme le mouvement MeToo. Je trouve que le fond est très juste parce qu'il y a des abus partout. Il y a des abus de managers, il y a des abus de fondateurs, il y a des abus aussi parfois de collaborateurs, il y a des abus partout. Donc, je trouve ça très bien que quand il y a des abus et des choses vraiment scandaleuses, elles soient remontées. Je trouve en revanche la manière et la forme absolument, pas tout à fait juste, puisque je trouve qu'à partir du moment où on lance des attaques si violentes et si fortes, il devrait y avoir en tout cas beaucoup plus de recherche, beaucoup plus de feedback, parce que savoir que la personne a travaillé dans la société, pour moi, c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas un critère suffisant. Ce qui est important, c'est de savoir ce qui s'est réellement passé, et donc du coup de faire un travail de journaliste, c'est-à-dire de faire un travail où on a les échos de toutes les parties avant de poster quelque chose. En tout cas, je trouverais la méthode plus juste. Là, je la trouve un peu difficile, mais même si ça soulève des points qui doivent être travaillés, ça c'est clair. Camille, est-ce que tu es en compte? Ouais, c'est bon. J'essaye de revenir. Vous m'entendez ou pas? Ouais, c'est bon, là, c'est bon. Je suis passée sur mon téléphone. Je suis désolée, je ne comprends pas parce qu'en plus, moi, je vous entends très bien tout le long. Donc, c'est étrange, t'en fais pas, il n'y a pas de souci. C'est assez perturbant, mais navré pour ça. Pas de souci. Donc, je ne voulais pas me défiler sur la question. Mais je rejoins, du coup, j'ai pris la fin de ta réponse en cours de route. Moi, je partage assez, c'est-à-dire qu'à la fois, nous, on a vraiment dans nos valeurs la transparence. Donc, dans une certaine mesure, oui, c'est intéressant que les gens puissent s'exprimer et que ces commentaires-là puissent ressortir. Et si effectivement, il y a des comportements qui sont reprochables, comme ça a l'air d'être le cas, oui, il faut que ça puisse être entendu. Pour autant, c'est vrai que là, moi, ce que je reproche un peu à ça, c'est que c'est potentiellement l'approche un peu de tribunal populaire avec la parole qui est donnée uniquement à un côté et pas forcément de droit de défense en face. Et voilà, moi, je crois aussi quand même au travail de la justice en France. Voilà, il y a des instances qui sont compétentes pour ça et d'autres choses qui peuvent
qui peuvent être faites, encore une fois, si comportement répréhensible il y a, évidemment, ça doit être condamné. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà, mais ça doit être fait devant la justice, entre guillemets, et pas forcément sur les réseaux sociaux. Ouais, je suis d'accord. C'est un petit peu le mal, je trouve, en ce moment, c'est que c'est très réseaux sociaux un peu surtout, quoi. Mais effectivement, ouais, je suis d'accord. Camille est reparti, je crois. Donc, on va attaquer l'autre partie, sur la partie scalabilité. C'est bon, vas-y Camille, on est à la seconde partie, scalabilité. Alors, sur la scalabilité, voilà, qui pour moi est un peu le deuxième sujet, et ça va rejoindre un peu ce que tu disais à un moment, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui se lancent, et il faut penser aussi à l'étape d'après, au-delà de oui, je veux monter ma marque, jusqu'où je veux l'amener. Donc pour moi, il y a trois un peu sous-segments là-dessus. Donc oui, je suis désolée, ce que je disais à Vincent, j'aime bien les plans en 3x3, j'ai été un peu formatée. Donc le premier sujet, c'est la question des équipes et de l'excellence opérationnelle, du niveau d'ambition qu'ont les sociétés. Donc c'est évidemment un enjeu d'équipe, et voilà, ça rejoint ce que je te disais sur Spring tout à l'heure. Ensuite, il y a un enjeu de distribution pour moi. Donc on a beaucoup parlé au début des DNVB qui étaient vraiment sur un modèle digital only et tout passé uniquement par le web. Et le modèle peut fonctionner au début. Et a pu fonctionner aux États-Unis parce que ce modèle, il nous vient quand même de là-bas. Il ne faut pas oublier qu'on parlait d'un marché qui fait 400 millions de consommateurs. Donc, même si on n'en prend que 10%, qui est la part du e-com en moyenne, alors qui a un peu progressé cette année avec le Covid, mais le marché du e-com par rapport au marché global, c'est 10%. Donc, aux États-Unis, ça marche. En France, on arrive tout de suite à un marché qui est très, très petit. Donc, penser plus loin que le modèle online et penser omnicanal, c'est pour moi assez indispensable pour aller 90 ou 95% des catégories de produits. Pas forcément vrai pour tout. Typiquement, dans notre portefeuille, on a Ultra Premium, qui est une marque de pet food, qui fonctionne uniquement en digital et qui fonctionne très bien, mais parce que je pense qu'on n'a pas non plus d'enjeu à créer une expérience d'achat en physique. Voilà, il y a plein de choses qui font que le modèle se prête très bien au digital. Dans la grande majorité des cas, je trouve que l'omnicanal est assez important, voire pourquoi pas de penser à de l'international aussi. Et ça, c'est aussi un enjeu de beaucoup de marques françaises qui pensent beaucoup au marché français et qui n'ont pas forcément ce mindset international dès le début. Et ensuite, il y a la question du financement. En effet, c'est... alors là, tout est possible aussi. Hein. Je ne prêche pas forcément que pour ma paroisse. Il y a plein d'autres possibilités de financement. Mais c'est sûr que si on veut grandir et grandir vite, il faut mettre potentiellement à un moment donné un peu de tuile dans le moteur. Mais c'est clair, et tu vois, pour te rejoindre, nous on le voit avec toutes les marques avec lesquelles on peut rencontrer, qu'on a accompagné, ces trois critères, enfin en tout cas les deux premiers sont presque, on trouve, parmi les plus importants, c'est-à-dire qu'en fait, à très petite équipe, on va demander à une marque de maîtriser le produit, de maîtriser la logistique, de maîtriser l'e-shop, de demain aller en marketplace, de le faire du wholesale, de faire du retail, de la pharmacie. Et en fait, il faut vraiment avoir un nombre de compétences assez folles pour vraiment y arriver. Et surtout, le critère, on trouve, de succès des DNVB qui passent des paliers, c'est l'omnicanalité. En fait, chaque DNVB, en fonction du secteur, en fonction du modèle, va avoir un plafond de verre, plus ou moins haut ou plus ou moins bas, ça dépend comment on le voit. Et en fait, c'est vraiment l'omnicanalité, donc la capacité du produit, mais aussi du business model. Je voyais une question de Rocco, comment faire du wholesale si on code déjà les marges pour avoir un produit de super qualité. Ben, si tu n'as pas des bonnes marges, ben, en fait, ton produit n'est pas bon. Et donc, en fait, je suis super franc parce qu'en fait, nous, on a plutôt une grille où on dit, tu vois, par exemple, 40-50% de marge, ben, en fait, on n'y va pas. 50-60, c'est pas assez. 60-70, why not? Au-dessus de 70, c'est cool. Et 80, c'est cash machine, quoi. Mais en dessous, ça ne marche pas parce que tu dois avoir une capacité à faire du volume, à payer du CAC, à payer de la logistique. Et ça coûte cher et toujours de plus en plus cher. Mais surtout, tu dois avoir une capacité à faire de l'omnicanalité, et notamment wholesale. Et aujourd'hui, je trouve que les marques qui ont le plus de capacité à faire la croissance, mais aussi à aller en international, typiquement les quelques-unes qui cartonnent à l'international, aujourd'hui, il y en a très peu, elles le font en wholesale. Elles le font très peu en digital, elles le font très peu en retail, elles le font principalement en wholesale. C'est Merci Andy, par exemple, c'est Easy Peasy, c'est des marques qui, en fait, font une majorité, pour certaines, de leur chiffre d'affaires à l'international grâce au wholesale. Et ça, il faut avoir le business model qui le permet et aussi, du coup, les compétences. Et ce n'est pas toujours un sujet évident, mais effectivement, c'est pour moi, en tout cas, l'un des éléments les plus importants de succès de DNVB, c'est la capacité à faire de l'omnicanalité et surtout très vite.
vraiment très vite. Et du coup, le troisième point que tu citais, c'est la partie durabilité. Ouais. Alors, durabilité au sens large, pour moi, c'est être durable. Je cherche un peu la traduction du sustainable, qui passe par plusieurs biais. Et la première façon d'être sustainable, déjà, c'est de penser son business model. Et là, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur ces marges. En fait, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que si tu n'as pas une bonne marge brute au début, c'est même pas la peine en fait de penser la suite. Il faut vraiment avoir en tête de construire une société. Elle doit être rentable. Alors pas forcément dans sa première année d'existence, mais en tout cas, pas oublier que ça doit être la finalité quand même des choses. Sinon, elle est tout simplement pas viable. Ouais. Donc, on peut avoir le meilleur produit qui soit, qui fasse beaucoup de bien aux gens, à la planète, à la société. Mais si à la fin, on n'a pas une société qui est rentable, on n'aura tout simplement pas une société qui sera pérenne. Donc, il faut penser à ça. Donc, concrètement, on se décompose. Nous, on dit souvent qu'on a 3 niveaux de marge qu'on regarde. La marge brute, donc là, c'est vraiment moins les coûts de production et les coûts de matière. Ensuite, les coûts de logistique, ce qui est particulièrement vrai pour les marques de e-commerce. Et ça, selon les business models, ça peut avoir un impact qui est très très important. Chez nous, un teddy bear qui vend des matelas, forcément, vendre un matelas, c'est pas le même poids que d'aller vendre déjà le Merci Andy, parce que tu donnais cet exemple-là. Donc la logistique, elle a quand même un poids qui est très important. Alors évidemment, c'est lié aussi au panier moyen en face, mais en tout cas, c'est vraiment une ligne qui est importante, qui est aussi à modéliser avec les taux de retour, parce que ça, c'est aussi pareil, selon l'industrie. En mode, par exemple, il faut vraiment avoir en tête aussi le coût des retours. Donc ça, c'est notre CM2, on appelle mon jargon. Et ensuite, CM3, c'est après les coûts marketing. Et nous, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il faut vraiment être rentable, au moins rentable, mais idéalement même beaucoup plus que ça, au moins à ce niveau des coûts de marketing. Et ensuite, tout est lié en fonction du modèle économique, de la catégorie de produits qu'on vend. Si on est plutôt sur un produit type le matelas ou les valises, par exemple, on est plutôt sur de l'achat avec une faible récurrence. Là, c'est vraiment indispensable d'avoir une forte marge contributive après marketing. Quand on est dans des catégories de produits sur lesquels on est plutôt sur de l'abonnement avec beaucoup de récurrence, on peut se permettre d'être un peu moins contributeur puisqu'on aura du repeat. Parce qu'en dessous, il ne faut quand même pas oublier qu'on a tous ces coûts centraux, son personnel à payer, ses loyers, voilà, il y a plein d'autres coûts qui viennent en dessous. Et voilà, et nous, on le rappelle quand même souvent, il faut penser à ce modèle économique-là. Et là, je parle que du PNL et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, je vais ennuyer tout le monde avec le reste. Mais quand même, penser déjà en termes de PNL à avoir un modèle rentable. Ne pas oublier aussi quand on a une marque, et c'est d'ailleurs ça qui effraie souvent les investisseurs sur ce sujet, c'est que derrière, il y a aussi en question de financement des questions de stock à gérer, quand on est sur des boutiques, des CAPEX, des droits au bail à acheter. Donc voilà, il faut vraiment penser tout son modèle et son financement pour avoir quelque chose qui soit durable, pour revenir sur le thème. La deuxième chose qui est hyper importante, là tu parles des engagements environnementaux, mais ça va même au-delà de ça en fait, c'est l'engagement social, la mission d'une entreprise. Je pense qu'aujourd'hui c'est clé. Nous, c'est quelque chose maintenant qu'on demande à toutes nos entreprises, c'est d'être des entreprises à mission. Parce que je pense que les sociétés aujourd'hui ont ce rôle à jouer d'être au-delà du business à apporter, d'apporter autre chose au monde. Donc on résume ça pour notre éthique, bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète. Mais en tout cas, et toutes nos marques ne répondent pas forcément complètement, ou ne sont pas jusqu'au boutiste sur ces 3 aspects-là, mais en tout cas de trouver ce qui t'anime. On vient au why aussi. Pourquoi on fait ça au-delà de juste faire du business. Si le business est important, parce que nous on dit souvent, sans impact, t'as pas de, impact, il faut réconcilier impact et ambition en fait. Sans ambition, tu n'auras pas d'impact et sans impact, aujourd'hui, tu fais plus de business. Donc les deux sont hyper importants. Et le troisième aspect, c'est penser sa proposition de valeur. Quand je dis ça, c'est essayer de se prémunir des effets de mode éventuels. Donc tu parlais du CBD. Le CBD, ça peut être génial. Ça peut être un super actif. On peut en faire plein de choses. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on le fait. Est-ce qu'on le fait juste parce que c'est l'ingrédient à la mode ou on le fait parce qu'on poursuit une mission qui va un peu plus loin que ça et qui fait que même dans 5 ans, même dans 10 ans, si le CBD est plus l'actif phare, mais qu'il y a une nouvelle molécule, un autre ingrédient génial, on pourra l'utiliser. Et c'est en ça qu'il faut penser un peu plus loin que juste je suis dans la mode du moment. Et encore une fois, ça peut marcher d'être dans la mode du moment. Il y a des boîtes qui réussissent très bien comme ça. Moi, personnellement, ça me fait un peu plus peur de me dire qu'est-ce qui en adviendra dans 3-5 ans. Mais tu vois, là, tu soulèves des points super intéressants. Nous, la plupart des choses qui ne sont pas travaillées par les marques que l'on rencontre, c'est le business model.
ou en tout cas qui sont mis de côté. Et surtout, pas travailler, tu vois, dans la globalité. Tu parlais par exemple des taux de retour. Moi, je vois la plupart du temps des marques quand elles présentent leur business model, il n'y a pas les taux de retour, il n'y a pas les taux de transaction, il n'y a pas les coûts du CMS. Et en fait, ça, c'est que des coûts variables, que tu as l'impression que c'est pas grand-chose, mais en fait, par deux trois points, à la fin, c'est énorme, quoi. Et surtout, le penser, en fait, effectivement, en cohorte, c'est-à-dire au bout de 6 mois, qu'est-ce que le client m'a rapporté, au bout de 12 mois, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut penser dès le départ, parce que sinon, en fait, ça marche pas, et c'est souvent, trop souvent oublié dans la façon de le piloter. D'ailleurs, c'est intéressant parce que nous, la CM1, on met les taux de retour d'autant, et après, on met le marketing pour avoir une CM2, et après, les coups de com' pour avoir une CM3. Donc, on a des façons de voir un peu différentes, mais à la fin, c'est quand même la même chose. Il faut que ce soit positif, quoi, globalement. Et en fait, c'est vrai que je trouve que sur cette partie business model, il y a beaucoup de choses à travailler, et c'est souvent mis de côté parce qu'on a l'impression que les DNVB, des super visuels, c'est super sympa, il y a une belle communauté, il y a du beau marketing, le produit est cool, mais en fait, derrière, c'est quand même un business, quoi. Et un business, il doit gagner de l'argent et il doit, dans une certaine mesure, être en capacité de permettre à la boîte de se développer. Et pour se développer, il faut de la marge, il faut du recurring. Et effectivement, quand on voit les critères que tu listais tout à l'heure, je trouve que il faut avoir une contribution, alors moi que j'appelle 2, mais on pourrait l'appeler 3, peu importe, mais une contribution, en tout cas avant les frais fixes, qui est quand même généralement au-dessus de 20-25%, sauf pour ceux qui font de l'abonnement avec des paniers moyens faibles, où là, il peut y avoir une exception, mais sinon, il faut vraiment aller chercher ça. Et surtout, il faut se dire que vous devez avoir de la marge pour derrière, une fois de plus, avoir des revendeurs ou être en capacité de payer des CAPEX si vous ouvrez une boutique. C'est vraiment un élément super, super important. Et surtout, ça, c'est quelque chose que vous devriez avoir en tête. Pourquoi je vous en parle? C'est qu'en fait, on lance une formation en ligne là, juste après ce webinaire. Et justement, l'une des formations, c'est le modèle économique parce qu'en fait, on s'est aperçu que les marques le travaillaient pas assez. Et notamment, un point qui on trouve super, super important, c'est l'évolution de la marge. Je ne sais pas si tu vois ça sur certaines de tes boîtes, mais nous, on l'a vu, tu as des secteurs où la marge, globalement, que tu aies 10 unités ou 10 000 unités, tu vas gagner 2-3 points. Par contre, tu as des secteurs, notamment comme la lessive, tu peux avoir des gains de marge qui sont colossaux avec le volume. Et ça, il faut vachement les anticiper parce que pourquoi? Ça va déterminer finalement à quel prix, en fait, vous vendez dès le départ. Est-ce que vous vendez avec la marge que vous avez aujourd'hui ou avec la marge que vous aurez peut-être demain? Et ça, c'est des éléments super importants de connaissance du secteur et d'évolution de marge. Dans la lingerie, dans le textile, dans la chaussure, ça évolue très peu. Dans la lessive, dans tout ce qui est par exemple les couches comme June, etc., ça évolue pour le coup de manière assez forte. Donc ça, c'est super intéressant de l'avoir en tête parce que franchement, le prix, et nous, on le voit, quand on veut faire gagner des points de marge au DNVB, la plupart du temps, on travaille le prix. En fait, souvent, il y a une appréciation de prix. Il faut que le prix soit pas cher, soit accessible. Non, il faut que le prix fasse que ton modèle économique fonctionne. Et quitte à vendre moins. Et c'est souvent un travail que l'on fait ensemble. Toi, tu vois des marques, beaucoup, que tu trouves mal positionnées en termes de prix, je parle, ou en termes de modèle économique? Oui, on le voit dans les deux sens, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on voit à la fois des marques qui, pour s'aligner en termes de prix, ont des marges minuscules. Et dans ces cas-là, on voit effectivement quelle est la marge de progression avec les volumes. Parce que ça ne sert à rien de taper trop tout de suite si en fait avec des volumes, tu peux atteindre ton niveau de marge. Donc c'est un juste équilibre à trouver. Et à l'inverse, on voit aussi dans l'autre sens des marques qui, pour réussir à avoir ces niveaux de marge plus confortables, décrochent complètement en termes de marché. Et ça ne va pas non plus. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver pour avoir à la fois être dans le marché et avoir un modèle qui te permet de vivre. Ok, super. Il y avait une question que je trouvais assez intéressante parce que c'est un sujet qui est quand même très souvent évoqué. Les DNVB, pour la plupart, sont quand même, pas toutes, mais très dépendantes quand même des social ads. Et on a les coûts d'acquisition qui quand même s'envolent régulièrement. Qu'est-ce que tu trouves que toi, c'est risqué du coup pour le modèle? Parce qu'en fait, c'est vrai pour le DNVB, mais c'est vrai pour tout le monde, hein. Comment vous arrivez à estimer ce risque, vous, sur les marques que vous avez en portefeuille, mais aussi sur les prochaines? Alors, de réponse à ça, c'est que alors c'est vrai que les coûts s'envolent et au-delà de la risque de dépendance, nous, il y a un sujet qui nous fait peur aussi, c'est juste de dire la dépendance à Facebook et à toute la machine que ça entraîne derrière. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage de Social Dilemma sur Netflix Un peu flippant. qui voilà, fait un peu peur quand même. Donc après, toutes les marques dépendent un peu de ça, donc il faut en avoir conscience. Et on est plutôt presque dans une logique à se dire, de toute façon, ce serait vertueux de caper dans une certaine mesure nos dépenses en social ads, que ce soit pour la dépendance du modèle économique que pour des raisons plutôt éthiques, on va dire.
Oui. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je vais me répéter un peu, mais comme je le fais toute la journée, ça va. C'est l'importance de la marque, encore une fois. C'est quand tu as une marque qui est très forte, quand tu as une marque qui fait que les gens naturellement parlent de toi, qui fait que les clients te conseillent à leurs amis, à leur entourage, etc. En fait, tu es aussi beaucoup moins dépendant d'uniquement du social ads. Et moi, je suis très partisane d'avoir des modèles marketing, il y a des mix marketing qui jouent un peu sur tous les canaux. Donc, il y a de l'organique et de la construction de marque, il y a du Facebook et de l'Insta, et il y a potentiellement du métro, de la télé et d'autres modèles. Il y a de l'influence, il y a plein de leviers finalement sur lesquels on peut jouer, qui ne sont pas tous pertinents pour toutes les marques, mais en tout cas, il y a d'autres choses à faire. Et je pense que Facebook, de toute façon, n'est pas forcément toujours le plus pertinent en réalité. Non, et puis surtout, du coup, ça veut dire qu'on en revient au final à la base, on en revient à quels sont au final les critères de ton modèle économique, c'est-à-dire ton taux de réachat, ton taux de conversion, qui font que tu performes plus que d'autres, quoi, au final. Parce que si tu es que dépendant de ton CAC, nous on le voit, la plupart des boîtes, les boîtes des NVB qui marchent, c'est celles qui ont certes une dépendance au trafic de Facebook, mais qui par contre travaillent énormément leur contenu pour avoir les meilleurs CTR possibles par rapport à la concurrence, travaillent leur landing page pour avoir le meilleur taux d'ajout panier, le meilleur taux de conversion, travaillent leur CRM pour avoir le plus gros taux de réachat par rapport aux autres. En fait, aujourd'hui, trop de marques se disent, j'ai juste aller sur Facebook, mais je ne travaille pas la boîte à 360 degrés. L'e-commerce est devenu très complexe. Et en fait, il faut tout travailler de A à Z, quoi. Sinon, on a des choses on a des résultats assez difficiles, quoi. Donc c'est clair, je suis d'accord avec toi. Il y a Alice qui pose une question. Que pensez-vous des copycats de DNVB américaines? Alors moi, j'ai mon avis, mais j'aimerais avoir le tien, Camille. Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que ça peut être des inspirations. Il n'y a pas de mal à être inspiré, on va dire, par ce qui se passe ailleurs. Ensuite, il faut que ce soit fait malgré tout avec, je vous ai dire, avec du cœur et avec de la conviction. Nous, un critère qui est hyper important dans nos investissements, c'est l'alignement entre les fondateurs et leurs projets. Donc, ça veut dire qu'ils doivent vraiment porter le projet avec leur trip et que ça vienne de plus loin. Et un exemple qui est hyper intéressant là-dessus chez nous, c'est Teddy Bear. Teddy Bear qui a l'air comme ça d'être le copycat de Casper. Sauf qu'en réalité, Julien, qui est l'un des cofondateurs, quand il était à l'école, il avait déjà monté une association où il allait fabriquer des lits de camp pour dans des contextes défavorisés. Donc en fait, il avait déjà, c'est tout bête, mais cet affect avec ce produit. C'est un fan de produits, donc aujourd'hui, il va se débrouiller pour aller toujours améliorer le produit, aller chercher d'autres fournisseurs, travailler aussi pour avoir un produit qui soit maintenant le plus en plus éco-conçu possible et penser notre histoire. Donc oui, sans doute qu'au départ, le best in the box, c'est le modèle Casper, mais ensuite, il se l'est complètement approprié et ça, c'est des choses avec lesquelles nous, on est hyper à l'aise. On le sera moins quand c'est juste effectivement j'ai vu la lumière aux États-Unis et je refais la même chose en France parce que ça a marché là-bas. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'en fait, le copycat n'est pas vraiment une problématique, mais comme pour tout business, que ce soit pour les BNDB ou pour les autres, parce que ça existe quand même. Il y a quand même beaucoup de très belles boîtes aujourd'hui en France qui sont des copycats de boîtes US, et c'est pas un sujet. Le sujet, c'est surtout comment tu l'exécutes et comment tu l'adaptes à ton marché au final. Oui, Après, et puis en plus, le effectivement. reste, et puis en plus, on le sait, c'est un truc que je répète souvent, donc je radote aussi, moi, Camille, t'en fais pas. C'est qu'en fait, il y avait une étude qui avait été faite par Y Combinator aux US qui était super intéressante sur toutes leurs boîtes pour identifier les clés de succès de leur boîte de manière générale, pas sectorielle. Et en fait, c'est pas du tout l'idée. L'idée arrive presque derrière. Le premier truc, c'est l'exécution, quoi. C'est ta capacité à exécuter, c'est ta capacité à trouver le bon marché. Et donc, en fait, le fait que ce soit un copycat ou pas, finalement, c'est qu'une idée parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur les compléments alimentaires, il y a des dizaines de marques qui sont lancées. Sur les clubs menstruels, enfin, sur tous les secteurs, il y en a plein. À la fin, il ne va pas en rester 50. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, tu soulevais Hubert, qui est un excellent exemple. Casper est arrivé avec ses gros sabots en France, ils sont repartis, et ça n'a pas très bien marché. Tu as d'autres concurrents qui, eux, performent et d'autres qui n'ont pas non plus du tout performé. Donc, en fait, c'est vraiment, c'est pas juste l'adapter, quoi. C'est pas juste copier, c'est comment tu l'adaptes et surtout comment tu en fais un vrai business qui fonctionne avec ses propres singularités, en fait. Parce que pour des matelas en soi en ligne, ok, c'est un sujet, mais tout ce qu'il y a derrière et dans la mécanique, déjà, il faut savoir bien le dupliquer, bien le refaire, mais surtout, il faut savoir l'adapter, le développer. Et aujourd'hui, Teddy Bear, franchement, c'est quand même beau ce que fait Julien. C'est quand même super beau. C'est très, très beau. Ouais. Ouais. Du coup, il nous reste que 10 minutes. Donc, en fait, je vais juste vous lister
deux petits trucs. On voulait juste avec Camille vous partager deux lancements qui ont fait pas mal de bruit. Et après, surtout, j'ai quelques questions ouvertes pour en finir. Mais on en a déjà un peu parlé, donc je vais aller assez vite. On a quand même Spring qui, je trouve, a fait un super beau lancement. On fait beaucoup parler de lui en 2020, avec, comme tu le disais, une très belle équipe. Et franchement, il y a aussi, d'ailleurs, assez inspiré de boîtes au UK. Donc une fois de plus, c'est pas le copycat qui compte, c'est l'exécution. Et j'ai hâte de voir le volume que ça peut aller chercher. Et surtout, je t'avouerai, je rêverais de faire leur LTV pour voir à quoi ça ressemble. Mais en tout cas, c'est super, super intéressant. Et je sais que surtout que les personnes qu'il y a derrière sont vraiment géniales. Et après, on vous a remis MyLuby parce qu'on trouve très intéressant. Déjà, bon, ils ont fait une campagne de crowdfunding qui a vraiment cartonné. Mais surtout, on trouve, ça, c'est pas tant MyLuby, c'est plutôt la catégorie plaisir intime qu'on trouve vraiment intéressante et on a hâte de voir ce que ça va donner. Effectivement, les volumes risquent de ne pas être encore énormes, mais je pense qu'il y a des gros trucs à aller chercher. Camille, moi, j'aurais deux questions à te poser et j'aimerais finir par ces deux questions. La première, on parle tout le temps des exits des DNVB-FR, des DNVB français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à part Cézanne, qui est l'exception, à part quelques-unes qui ont eu des participations d'industriels, que ce soit public ou pas public, donc on ne va pas toutes les citer parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas tout ce qu'on pourra dire ou pas. On avait d'ailleurs sorti une étude là-dessus sur les grands groupes qui avaient investi dans les DNVB. C'est toujours la question du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ton avis, une belle DNVB peut aller chercher quel CA et c'est quoi les options d'exit, à la fois en interlocuteur, mais aussi en délai et en montant? Alors, déjà, pour redonner un peu de contexte, je pense qu'il y a eu peu de sorties parce que c'est quand même un phénomène qui est récent. Nous, tu vois, on a commencé à investir en 2016. Alors, je ne dis pas qu'on a été complètement les premiers, mais pas loin quand même. C'est un phénomène qui est nouveau. Tu vois, nous, on arrive seulement tout juste à la fin du cycle sur nos investissements, mais c'est vraiment le tout début. Donc, je pense qu'on est encore tôt dans l'histoire et que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on n'en a pas vu tant que ça. Et d'autant plus qu'encore une fois, on est sur des marchés qui sont plus petits, donc forcément, les boîtes prennent un peu plus de temps aussi à croître. Donc, moi, c'est pas ce qui est fait jusque-là ne présage pas forcément de ce qui sera fait demain. Première chose. Ensuite, sur la taille des business, ça va être très variable selon les catégories, selon les marchés. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de règles, si tu veux, il n'y a pas de raison pour lesquelles, en Allemagne, tu as déjà plus de marques qui sont sorties à 50, 100 millions et plus. Je pense qu'on arrivera largement à faire la même chose en France. Et pour autant, je pense aussi que les cibles vont devenir intéressantes à des niveaux plus petits. Parce qu'en fait, ce qui a été vrai, alors c'est beaucoup vu aux États-Unis, mais les acquisitions de DNVB ou de marques en général ont pu se faire sur des multiples complètement délirants. Et donc ça a coûté très très cher aux grands groupes qui ont racheté. Et je pense qu'ils comprennent aussi qu'ils ont potentiellement intérêt à racheter des cibles un peu plus petites, parce que même en y mettant le même multiple, ça leur coûtera quand même moins cher. Donc voilà un peu nous la vision qu'on en a, et sur la sortie tu as plein d'options possibles en fait. Ça peut être les industriels parce qu'il y a un intérêt stratégique, parce que c'est des boîtes plus digitales, parce que c'est des boîtes qui parlent à une audience un peu différente, parce que c'est des boîtes qui sont sur des catégories de produits sur lesquelles ils sont pas forcément. Ça peut être des fonds, parce qu'encore une fois ça va dépendre du modèle, mais si tu es sur une boîte rentable, en fait, tu peux faire du LBO et tu peux grossir ensuite avec un fonds. Donc, toutes les options sont un peu sur la table, en fait. Mais tu vois, moi, j'ai une petite conviction, c'est que je pense que des grosses exits à 100, 200, en tout cas pour les marques qui n'ont pas encore prouvé l'international, il y en aura peu. Par contre, j'ai une vraie conviction de marques qui font 10, 15, 20 millions d'euros de CA avec une très belle renta. Et là, du coup, pour avoir des très, très beaux multiples. Franchement, moi, j'ai une grosse conviction là-dessus que tu peux faire, à mon avis, une grosse partie du marché des DNVB, je ne dis pas l'intégralité, se situe entre 10 et 20, 25 millions d'euros de CA à 5-6 ans. Et après, il faut voir effectivement jusqu'où tu peux aller. Mais comme la clé, souvent pour aller plus loin, c'est soit la distribution physique, soit l'international, et que c'est des étapes qui sont longues et qui ne sont pas évidentes, je me dis que c'est souvent pour le coup, tu as des groupes historiques qui l'ont. Et en fait, tu peux avoir une synergie qui est vraiment super intéressante. Je revois encore le deal d'Atelier Cologne avec L'Oréal. En 2-3 ans, ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par 10-15, juste parce qu'ils justement ils étaient au sein de L'Oréal et tout seuls, ils n'auraient jamais pu le faire. Je trouve ce genre de choses en tout cas super intéressante. Ok, merci. Et la dernière question qui est finalement un peu liée, toi, c'est quoi ton avis en quelques mots
l'avenir des DNVB françaises, effectivement, on en voit de plus en plus, et c'est bien. Mais on en voit aussi, je trouve, pas tant que ça, qui passe la barre des 10-20 millions, qui, je trouve, permet vraiment d'aller chercher de la rentabilité, d'avoir une équipe structurée, et du coup, d'avoir les compétences pour aller plus loin. Je trouve qu'il y en a plein qui sont entre 500 000 et 2-3 millions, quelques-unes qui atteignent les 10, mais celles qui dépassent les 20, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et même celles qui sont financées, on voit des marques très bien financées mais qui ne l'ont pas dépassé. Toi, à ton avis, c'est quoi l'avenir de ces marques-là et comment tu vois la chose au sein d'Autopia? Alors, plusieurs choses. Je pense que l'avenir enfin, je répète un peu ce que j'ai dit, mais déjà de jouer sur de l'omnicanal, ça va être un vrai levier de croissance pour les marques, première chose. Ensuite, de jouer aussi sur un rôle de curation. Je pense qu'on va peut-être sortir aussi de la marque qui n'existe qu'autour d'une seule marque finalement. Tu vois, chez nous, un modèle qui fonctionne très bien, c'est Oh My Cream par exemple, qui est un multimarque, mais qui a ce rôle de curation très très fort, qui de ce fait-là a réussi à créer une marque ombrelle au-dessus de toutes les marques qu'elle distribue et qui, par ce fait-là, a créé sa marque en propre pour ses produits. Donc finalement, ça fait un peu une boucle, mais qui est hyper vertueuse. Et ce rôle de curation, nous, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, qui peut être fait en cosmétique, qui peut être fait en food, qui peut être fait sur différents segments. Ouais, intéressant. Donc ça, c'est des trucs auxquels on croit beaucoup. Et après, nous, on est assez fans aussi des stratégies un peu de buy and build. Et donc de rapprocher aussi plusieurs marques ensemble pour recréer un peu de nouveaux groupes finalement qui vont pouvoir être présents sur différentes catégories. Ok, d'accord. Très clair. Ok, très clair. Est-ce que je vois, j'essaie de voir quelques questions. Ah oui, il y a Dominique qui demande est-ce que vous pouvez détailler ce que vous voulez dire par curation? La curation, c'est donner du conseil, c'est être le sélectionneur. C'est un peu le rôle qu'avaient à un moment donné les grands magasins. Mais voilà, jouer ce rôle de prescripteur, de vous dire parmi toutes les marques qui existent, moi j'en ai sélectionné quelques-unes qui, pour leur ADN de marque, pour leur qualité de produit, pour plein de choses, me semblent très pertinentes. Ok, très clair. Je regarde, il n'y a pas, je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions. Il y a une question de Julien qui me dit pourquoi les DNVB sont souvent sur Shopify. Bon, ben, je dirais parce que c'est simple, efficace et qu'on a accès à pas mal de data et que ça coûte pas très cher de développer son propre Shopify. En tout cas, pour se lancer, c'est plus facile. Et je vois d'autres questions. Non, on est plutôt là-dessus. Ok. Mais en tout cas, Camille, un grand merci à toi pour ton intervention et ton temps. C'est vraiment un plaisir de participer et de le faire avec toi. Deux petits éléments pour tous ceux qui nous ont écoutés. Demain, avec Camille, on continue la discussion à 13h sur Clubhouse. On va créer une room qui sera dédiée. Vous pourrez regarder mon profil, vous aurez toutes les infos dessus. On va continuer un petit peu le débat justement sur les DNVB, sur ton nouveau support dont tout le monde parle. Et deuxième élément, tous ceux qui ont été inscrits et aussi qui ont participé, à la fin, vous allez recevoir un email avec le lien du replay si jamais vous voulez refaire un kiff et regarder ça. En tout cas, un grand merci à vous tous. Vous étiez près plus de 250 à nous suivre. C'était vraiment sympa. Merci Camille pour ton temps. C'était vraiment très cool. Merci Vincent et merci à tous. Et puis à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.